Bienvenue, Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le Japon dote la police nationale ivoirienne de véhicules et autres équipements de sécurité routière. La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée récemment à Yamoussoukro, dans le centre du pays, en marge du séminaire de réflexion organisé par la police nationale. Comment les réalisateurs ivoiriens préparent-ils leur participation au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2019? La 26e édition du FESPACO va se dérouler du 23 février au 2 mars prochain au Burkina Faso. Enfin football, le Mali sacré champion d'Afrique des Nations dans la catégorie des moins de 20 ans. Il s'agit du tout premier titre des jeunes Maliens. Merci de nous suivre pour commencer cette information. Le canal de Vridi élargi et approfondi sera officiellement mis en service le jeudi 21 février prochain en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Lancé en octobre 2015, les travaux de ce canal se sont achevés en décembre 2018. À noter que cette réhabilitation du canal de Vridi permet désormais au port d'Abidjan d'accueillir des navires de nouvelle génération. Je vous l'annonçais dans les titres, des véhicules, des équipements de sécurité routière et autres matériels pour la police nationale ivoirienne. C'est un don de l'État du Japon à la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ce pays d'Asie de l'Est d'améliorer le professionnalisme de nos éléments de police. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, en marge du séminaire de réflexion des services de la police nationale. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. 2 véhicules de type 4x4, 2 camions de transport de troupes, du matériel de maintien d'ordre et de sécurité routière, dont du Japon par le biais de la JICA, agence japonaise de coopération internationale à la police nationale. D'une valeur de 200 millions de francs CFA, cet équipement va servir à la formation continue des agents de la police nationale. Remettant le matériel, le représentant résident de la JICA et l'ambassadeur du Japon ont réaffirmé l'engagement du gouvernement nippon à appuyer la Côte d'Ivoire dans sa quête de la stabilité et la paix afin de réaliser sa croissance économique. La JICA s'engage à appuyer au renforcement des capacités de la police nationale afin d'assurer les services basiques de la sécurité et de rétablir la confiance de la population à l'égard des autorités sécuritaires. Sans paix et stabilité, aucune prospérité économique n'est possible. Le Japon a lui-même défini le maintien d'une société sécurisée et stable comme l'un des principaux domaines prioritaires de sa politique d'assistance en faveur de la Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la police nationale a salué ce soutien. Pour Issouf Kouyaté, cet équipement va contribuer à la professionnalisation et à la modernisation de la police à travers la formation continue des agents. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vous remercier pour toutes les actions menées par le gouvernement japonais et la JICA en Côte d'Ivoire. La remise permettra de renforcer les capacités des unités de maintien de l'ordre et de poursuivre la redynamisation. Je puis vous rassurer que la police nationale en fera bon usage. Le projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale de Côte d'Ivoire est dans sa 2e phase. Ce sont près de 4 milliards de francs CFA investis par la JICA depuis 2014 dans le cadre de ce projet. Au chapitre santé, plusieurs formations sanitaires de la région ouest du pays visitées récemment par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Aka Ouele. Il s'agit des hôpitaux publics du Tonkpi, du Cavalier et du Guémont. Objectif, faire l'état des lieux de ces structures sanitaires et expliquer le programme social du président de la République Alassane Ouattara. Les précisions de Eve Boué. Offrir des soins de santé de proximité et de qualité, veiller à ce que tous les établissements sanitaires soient aux normes, donner accès aux couches les plus vulnérables à des soins de santé à travers la SEMU, couverture maladie universelle,
Tels sont les objectifs de cette tournée d'explication du programme social du gouvernement en matière de santé. Une tournée entreprise par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'ouest du pays. Centre hospitalier régional CHR de Mans dans la région du Tongbi. Le ministre Aka Awele s'imprègne des réalités de fonctionnement de cet établissement sanitaire de référence. Après Mans, Cap-sur-Guiglo, chef-lieu de la région du Cavalier. Tous les services du centre hospitalier régional sont passés au peigne fin. Enfin, pour clore cette journée, c'est l'hôpital général de Diokwe dans la région du Guémon qui reçoit la tutelle. Cette tournée d'explication vise à faire l'état des lieux de l'existant afin de mieux orienter les perspectives de développement. Le gouvernement fait de gros efforts au niveau du ministère de la Santé en termes de construction, de réhabilitation et d'équipement. Aujourd'hui, j'ai pu vous dire que plus de 833 milliards de francs sont prévus pour les 3 années à venir, 2019, 2020, 2021. Dans ces conditions, il est bon que le personnel soit mobilisé, car c'est bien le personnel qui va apporter la valeur ajoutée. Pour ce qui est de la couverture maladie universelle, les choses se précisent. En GSI, le programme n'est pas contrarié. Les établissements sanitaires seront aux normes d'ici là. La nouvelle PSP est prête à fournir les médicaments et bien entendu, nous avons la compétence en matière de personnel de santé. Donc nous sommes prêts pour l'échéance qui a été donnée. Prêt pour relever tous les défis, le message du ministre est bien perçu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de santé. Il y a de nouveaux centres qui viennent d'être érigés en l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va chercher à améliorer le plateau technique. La couverture maladie universelle, ça vient. Tout le monde doit bénéficier des soins, le citoyen lambda qui se trouve ailleurs. Donc c'est tout à fait normal qu'on les mette aux normes. Donc si on a du matériel, le personnel est là, je crois que c'est bon pour la communauté. Tous les établissements sanitaires visités ont reçu chacun un important lot de matériel médical. Direction à présent la région sud-ouest du pays. Quels sont les problèmes rencontrés par l'aéroport de San Pedro? Le nouveau directeur de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique a effectué récemment une visite de travail dans cette aérogare. Il s'agissait pour Jean-Louis Moulot de prendre contact avec le personnel, relever leurs besoins et préoccupations. Les détails avec Sam Conan. Cette première visite du nouveau directeur général de la Sodexam de l'aéroport de San Pedro a débuté par le bloc technique qui comprend des bureaux, un atelier radio et une station de météorologie. Ici, Jean-Louis Moulot s'est aperçu de la vétusté de certains appareils. D'autres installations comme la caserne des sapeurs-pompiers, la guérite de la gendarmerie, la centrale énergie, l'aérogare et le bureau des pistes ont été également visités. Le directeur général de la Sodexam a eu une rencontre avec l'ensemble du personnel de l'aéroport de San Pedro. Nous avons fait l'état des lieux, également des infrastructures, des équipements. Il y a un projet en cours de mise à niveau justement de ces équipements, de ces infrastructures. Le revêtement de la piste a été refait. Il y a un certain nombre d'équipements également qui seront livrés prochainement. Donc nous sommes satisfaits. Il y a un certain nombre de difficultés évidemment qui ont été soulevées par les agents en termes de formation continue, de formation initiale également des agents qui travaillent à l'exploitation de cette plateforme aéroportuaire. Nous avons également des préoccupations exprimées en termes de sécurisation de cette plateforme. Nous avons noté les agressions sur le domaine aéroportuaire avec un certain nombre de constructions anarchiques sur lesquelles nous allons solliciter le soutien de l'autorité préfectorale et de l'autorité municipale de San Pedro pour pouvoir sécuriser le domaine aéroportuaire afin de garantir la sûreté et la sécurité également des vols qui desservent cet aéroport. À l'aéroport de San Pedro, l'on constate une baisse des tensions régulièrement, ce qui affecte le trafic. Tout à fait. Nous avons noté l'instabilité de la fourniture de courant électrique, ce qui nous oblige à faire fonctionner de manière plus fréquente les groupes électrogènes qui ne devraient être qu'un instrument de secours, mais qui fonctionnent bien trop souvent, avec comme incidence évidemment une consommation beaucoup trop élevée pour nous, Sodexam exploitants de l'aéroport, en termes de carburant pour faire fonctionner ces groupes. Et nous allons donc remonter ces préoccupations à la compagnie ivoirienne d'électricité.
Depuis la réhabilitation de l'aéroport de San Pedro, ce sont 8 vols par semaine avec 700 à 800 passagers. Des chiffres qui pourraient être doublés dans les prochains jours, selon le directeur général de la SODECSAM. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a organisé récemment une rencontre. Les échanges ont porté sur la société de production, de transformation et de consommation en Côte d'Ivoire. Les détails avec Franck Quadio. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD reçoit cette nouvelle rubrique pour agiter la pensée. Selon le professeur Antoine Ouassepo, président de l'ASCAD, ces rencontres participent de la volonté de l'institution de renforcer la documentation des académiciens sur des questions actuelles, mais surtout d'activer l'exercice de la pluridisciplinarité. L'invité du jour est un prêtre jésuite, mais surtout un économiste, expert. François Kabouré s'intéresse à la question du financement, à la transmission du savoir en Afrique à l'ère de l'économie de la connaissance. Ce qui fait la puissance et la prospérité des nations, ce n'est plus la matière première, mais la valeur ajoutée créée à partir de ces matières premières-là. Et donc, du coup, c'est très important parce que si nos pays continuent à se spécialiser seulement dans la matière première, nous restons en fait dans une partie très infime de la chaîne de valeur produite, dans la chaîne de production dans le monde. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la matière première, mais plutôt la valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation encore mieux que la production, voire la consommation. L'économie de la connaissance est basée sur au moins 4 piliers. Le premier, c'est l'éducation, parce qu'il s'agit de former le capital humain, ce qui permet aux individus, aux personnes, d'être capables de transformer la nature et de maîtriser la nature. Ensuite, il faut aussi un système d'incitation, parce que si effectivement les gens n'ont pas d'intérêt, ou bien celui qui s'investit dans la valeur ajoutée se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui tire cette valeur-là, qui en profite plus que lui, à la fin, la personne ne va pas investir, d'où l'intérêt, par exemple, de la propriété intellectuelle. Rappelons-le, le docteur François Kabouré est le deuxième invité de l'ASCAD à Rissois. La première rencontre s'étant intéressée à la question des études prospectives Côte d'Ivoire 2040. Toujours en Côte d'Ivoire, comment arriver à une élection présidentielle apaisée en 2020 ? Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale a organisé il y a quelques jours un atelier de réflexion. Les travaux ont porté sur la réforme de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. Les précisions de Moussa Konaté. Le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale propose une commission électorale indépendante composée essentiellement des membres de la société civile. C'est le résultat des réflexions menées au cours d'une rencontre. Cette plateforme qui regroupe 6 organisations de la société civile demande également une réforme du Conseil constitutionnel. Selon le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, ces réformes pourront permettre une transparence pour les futures échéances électorales. Nous souhaitons dans nos propositions que cette commission soit dirigée par des personnalités issues de la société civile, c'est-à-dire des personnes qui, a priori, ne sont suspectées d'aucune appartenance ou d'aucune obédience, qu'elle soit politique ou même gouvernementale, dans le cadre du respect du principe de l'égalité de tous devant la loi. Un conseil constitutionnel composé de 7 membres, dont un qui est proposé par le président de la République, un qui est élu ou désigné par le bureau de l'Assemblée nationale et les 5 autres membres qui seraient issus d'un corps de métiers particuliers, notamment le corps de la magistrature, le corps de l'avocature, le corps des défenseurs des droits de l'homme, devraient être élus par leur pairs. Le 21 janvier dernier, le gouvernement a rencontré les différents acteurs des partis politiques. Les consultations se sont poursuivies avec la société civile le 24 janvier. Des initiatives louables pour un consensus national sur la commission électorale indépendante, un gage de décrispation du climat politique pour le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale qui œuvre pour la défense des droits de l'homme et la promotion de la bonne gouvernance et la démocratie.
Autre actualité nationale, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va bénéficier dans les prochains jours de l'appui technique et financier du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest. Une signature de partenariat s'est déroulée récemment dans les locaux du ministère. Ce projet va également améliorer les conditions de vie des familles et enfants vulnérables de Côte d'Ivoire. Signature de partenariat entre le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, RCDAO. Ce partenariat vise à accompagner des groupes vulnérables à s'insérer dans le tissu social, notamment les enfants et les femmes. Grâce à ce partenariat, le RCDAO va conduire à mener des actions spécifiques aussi. Il s'agit de la resocialisation et la réinsertion des enfants vulnérables, des enfants en situation de rue surtout, de renforcer les capacités des pouponnières et des centres de transit en termes d'équipement, d'accompagner la création de centres de protection de la petite enfance et des centres d'action communautaire pour l'enfance, d'apporter une assistance aux familles d'accueil. Le RCDAO s'engage à accompagner le ministère dans toutes ses activités. Nous avons jugé utile de venir donner un coup de main au département ministériel de Madame la ministre pour l'y aider à atteindre ces objectifs demandés par le président Alassane Ouattara. Construction des salles de classe, de cantines scolaires, appui financier lors de la Journée mondiale de la femme rurale sont entre autres les actions menées par le RCDAO. Avec ce partenariat, l'organisation envisage d'en faire plus pour le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Voilà des précisions de Moustapha Diaby et Issa Yeo. Un tout autre sujet à présent, plus de 100 kits agricoles pour les populations de la région du Hambol dans le centre-nord du pays. Ces unités de pré-transformation de la noix de cajou vont faciliter l'exploitation de cette culture agricole dont la région occupe la seconde place avec 95 000 tonnes pour la production au plan national. Ansane Khan et Soro Corona de RTI Bouaké. Lancement de la phase d'installation des kits de décortiquage de noix de cajou dans la région du Hambol. Les locaux du conseil régional abritent pour la circonstance une unité de transformation pour permettre aux populations de constater la mise en œuvre du projet. 115 kits seront répartis sur les 19 sous-préfectures de la région. C'est un bâtiment déjà préconçu qui est démontable, qui fait que d'un village A, on peut le déplacer à un village B. Et à l'intérieur, on a une mini chaudière qui crée la vapeur pour pouvoir faire la fragilisation. On a aussi un fragilisateur. Il y a une table de décortiquage intégrée, améliorée, qui permet aux employés de travailler dans des conditions assez intéressantes et un four pour pouvoir faire le séchage des amandes décortiquées. Mais ils ne font pas le dépelliculage. Il s'agit juste aux opérations de décortiquage et ce produit semi-fini va vers une zone de finition traditionnelle dans une grande ville pour faire la finition et l'exploitation. Nous encourageons le Hambol dans ce système parce qu'avec la transformation locale, nous avons amélioré les conditions de vie de nos producteurs au niveau de Gadouan. Une initiative du conseil régional du Hambol. Il s'agit de maximiser les acquis de la région en matière de production de la noix de cajou. Elle, qui occupe la deuxième place avec plus de 95 000 tonnes au plan national. L'installation de ces kits de décortiquage va permettre également de lutter contre le chômage dans la région. Ces 115 kits créent 1159 emplois directs permanents et nous allons traiter à peu près 12 000 tonnes sur la production de 95 000 tonnes dans la région du Hambol. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place pour tout opérateur privé qui veut venir investir pour créer des emplois pour les populations. Une visite guidée a permis aux autorités présentes de suivre les différentes étapes de la transformation de la noix de cajou. 11 films ivoiriens en compétition pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2019. La 26e édition du FESPACO va se dérouler du 23 février au 2 mars prochain au Burkina Faso. Alors, comment se préparent les réalisateurs ivoiriens? Serge Coléa les a rencontrés. C'est une jeune passionnée de production que nous rencontrons en plein tournage dans la commune de Cocody.
Meliou Akreloba est la réalisatrice de la série télévisée Blog. Blog est une série télé qui parle d'une maman à la retraite qui s'ennuie et qui décide de devenir une blogueuse. Donc elle ouvre un blog et elle commence à parler de tout ce qui se passe autour d'elle. Sa série télévisée de 12 épisodes la propulse au devant de la scène du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est vraiment la RTI qui a cru en ce projet. Vous savez, quand on est nouveau producteur, les gens n'ont pas forcément confiance. On ne sait pas est-ce que vous faites des choses de bonne qualité, est-ce que vous êtes fiable. Et on espère vraiment au FESPACO avoir de bons retours sur des professionnels du métier, des professionnels du cinéma. En attendant le FESPACO, les réalisateurs ivoiriens en compétition ne chôment pas. Chaque année, je fais au moins une série, sinon je produis au moins un film. Sans subvention, et j'avance et sans crier ou sans me plaindre, je continue de faire la promotion du cinéma ivoirien. Alain Guikou poursuit le tournage de la série Les coups de la vie. Ce programme de 105 épisodes raconte 9 histoires tirées du roman Les coups de la vie de la journaliste Anzata Ouattara. Amour et mensonge, une de ces histoires est retenue dans la catégorie série télévisée. Moi, en tant que réalisateur, il y a eu de l'expérience. Il y a eu du vécu. Et aujourd'hui, on me dit que mes programmes évoluent. Et donc, j'espère qu'on peut revenir avec quelque chose. En documentaire court-métrage, Sita Silué, alias Fatou Sticker, prépare activement le FESPACO. Avec son documentaire, L'énergie, défi de survie à Nanagoun. Un coup d'essai réussi qui nourrit davantage ses ambitions. Je vais au FESPACO avec l'intention de gagner d'abord. Ensuite, j'ai 2 longs métrages et j'ai 2 courts métrages également en fiction qui sont déjà prêts aussi en scénario. Donc, je vais dans le but de trouver des financements, de croiser des gens, des réalisateurs. Au total, 10 réalisateurs vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au FESPACO. Au chapitre culture, le lancement de l'édition 2019 du concours Aoulabar. Cette compétition célèbre les canons de la beauté africaine. Pour 2019, de nombreux lots et des innovations majeures sont annoncés. Religion des chrétiens catholiques membres de l'association Notre-Dame de Salut sont partis récemment en pèlerinage à Lourdes, Nevers et Lisieux en France. Ils ont ainsi suivi les pas de 2 bienheureux catholiques, notamment Sainte Bernadette Soubirous et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les détails avec Eugène Atoubé. Fin de messe à la cathédrale Sainte-Thérèse de Lisieux en France, région de Normandie. Les pèlerins de Côte d'Ivoire, association Notre-Dame de Salut, ont pris part à la célébration eucharistique, comme en chacun des lieux saints qui les ont accueillis. Et toujours la même ferveur religieuse où s'entremêlent couleur, rythme et chaleur. Lisieux, c'est un lieu privilégié puisqu'on y vient aussi du monde entier comme dans bien d'autres endroits. Oui, ce qui est important, c'est qu'on voit l'église de Côte d'Ivoire, l'église des Ivoiriens vivante comme on vient de la voir et chantante. C'est une meilleure façon de dire que Dieu est vivant. Lisieux dans le pays d'Auge, Lisieux, ville fleurie, une autre escale du pèlerinage 2018 dirigé par l'association Notre-Dame de Salut. C'est l'Ermitage Sainte-Thérèse qui accueille les pèlerins après l'Assomption. Des pèlerins nourris du désir de puiser à la source de cette sainte qui, dans les petites choses, a montré le chemin qui mène à Jésus-Christ. Que notre quotidien soit vraiment offrande. On amène la prière d'offrande, la journée à Thérèse, offrande, aussi bien accepter tous les revers qu'on peut vivre, quitter, je dirais, c'est cette vie où on passe, on peut dire tout le temps se plaindre, mais savoir offrir tout ce qui peut nous, ça va être contradictoire au Seigneur, et puis être toujours prêt à faire le bien, être toujours prêt surtout à voir que dans la présence humaine, il y a la présence divine. Et si chaque jour, tu ne peux que même dire, sourire, dire un bonjour à tous ceux que tu croises, ça peut transformer le monde. Quand je vois tous ces frères qui ont laissé leur vie
citadine, leur vie dans le monde pour réellement le suivre, ça nous donne aussi le courage de dire Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons marcher dans tes pas pour que le monde soit meilleur. Les pèlerins conduits par des prêtres y ont effectué une retraite de 2 jours en lien avec la liturgie de l'Église. Ils ont eu, dans la logique du pèlerinage, l'occasion de mieux connaître Jésus pour mieux l'aimer, mais surtout le redécouvrir et le placer au cœur de leur vie quotidienne pour avoir reçu le baptême. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et avec lui, nous pouvons en tout cas aller de l'avant et chercher à atteindre la vision que nous voulons atteindre. Il faut comprendre par là que Dieu nous enseigne à travers ces différentes étapes, nous montre combien de fois il nous aime et combien de fois nous comptons vraiment pour lui et qu'il est toujours miséricordieux et qu'il a été toujours fidèle avec nous. D'aimer nos frères et sœurs, de nous aimer entre nous et surtout de prier pour nos frères et sœurs et nos ennemis. L'amour du Christ ou l'amour de notre maman Marie n'a pas de profil particulier. Elle est présente à chaque fois qu'un cœur est en détresse, à chaque fois qu'un cœur l'appelle pour être présent dans la vie de l'être humain. Comme à Lisieux, 9h a été pour les pèlerins conduits par l'association Notre-Dame de Salut un autre chemin de foi. Avec des centaines d'autres pèlerins arrivés en ce lieu, ils se sont recueillis sur la tombe de Bernadette. Une présence à l'espace Sainte-Bernadette mise à profit pour des enseignements, des messes et des prières comme ici à la grotte de l'espace Sainte-Bernadette. Cette grotte à 9h est une réplique de la grotte de Massabielle à Lourdes, lieu où Marie est apparue 18 fois à la petite Bernadette de Soubirous entre février et juillet de l'année 1858. C'est de Lourdes que plus tard, elle va se rendre à 9h dans la congrégation des Sœurs de la Charité de 9h pour le service au bénéfice des malades indigents. Elle y meurt quelques années plus tard. Les pèlerins qui vont se recueillir sur sa tombe témoignent de grâces reçues. En venant, je ne peux même pas marcher. Mais maintenant, je peux marcher un peu. Je dis grâce à Dieu. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous aussi nous rapprochions de Dieu, pour que nous aussi nous puissions devenir comme Dieu. L'honorer par l'adoration est un signe de reconnaissance, de soumission d'un enfant de Dieu. Nul n'arrive à 9h sans passer par Lourdes, sur les pas de Bernadette. Les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut y sont allés. Ils reviennent transformés de leur passage et emplis d'amour pour Jésus, à l'imitation des saintes Bernadette et Thérèse. Un reportage de Eugène Atoubé. Goma, en République démocratique du Congo, de plus en plus insécurisé. Des hommes munis d'armes à feu ont tué la nuit dernière 8 personnes dans 3 quartiers de cette ville de la province du Nord Kivu. Les habitants de Goma réclament désormais davantage de sécurité. Sport, football, le Mali a remporté hier sa toute première Coupe d'Afrique des Nations dans la catégorie des moins de 20 ans. Les Aiglons se sont imposés en finale face aux Lionceaux sénégalais par tir au but 3-2. La rencontre s'est déroulée à Niamey, au Niger. Merci de nous avoir suivis.